winds 120 knots from the west. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Deuxième épisode de 4 cette semaine de Radio X-Files pour laisser place vendredi au meilleur moment aux émissions, au segment best-of des émissions que vous écoutez et réécoutez via notre page Facebook ou encore le site radiox.com. Le chef d'orchestre de cette émission, une chance qu'il est là, Christian Page. C'est toujours un plaisir de partager l'antenne avec toi. Ça a été une belle journée aujourd'hui? Oui, très bien. Merci Camille, merci de ces beaux mots, le chef d'orchestre. Écoute, oui, écoute, moi j'arrive, je pense qu'on fait une très très bonne équipe. Tellement. Je pense qu'on se renvoie bien mutuellement chacun la balle et ça fait des discussions très animées. Puis je suis très content de ça, très content des résultats. On amorce notre 3e semaine de cette nouvelle formule des Radio X-Files et je suis très très agréablement surpris de voir la réaction des gens et puis en même temps aussi de voir la chimie qui se développe entre nous. Là, ça va bien. On avait déjà eu l'expérience de faire quelques émissions dans le passé lorsque l'émission Radio X-Files était les vendredis. Donc c'était avec Marceau. Tu as à pied levé, tu as remplacé Marceau à quelques reprises. Oui. Déjà on avait pu jauger un peu de cette chimie. Et là, ben voilà, elle s'installe confortablement au cours de cette 3e semaine. Alors je suis très content d'être là aussi avec toi ce soir. C'est partagé, ça a fait mon affaire que Marceau, ben je le salue là, puis je sais que c'est de bonne guerre, mais on avait déjà un peu comploté là de par en arrière en se disant Colin, on va avoir des émissions spéciales à faire ensemble. On a fait Charles Manson la semaine dernière, c'est fait. Et là, ben finalement, j'ai pris carrément la co-animation de cette émission-là. Et c'est un plaisir de recevoir les plans d'émission à chaque soir, de préparer le tout pour ce que toi t'as passé du temps là à organiser les thématiques. Ça vient de toi. Et ce soir, on est dans la thématique de la psychologie, des fantômes, des phénomènes paranormaux. On va parler d'un poltergeist. Je te laisse le présenter, celui de ce soir. En fait, c'est le poltergeist de Rosenheim. Et parce que c'est une histoire à plusieurs reprises, lorsque je faisais l'émission avec Yannick Marceau, dès qu'on aborde la question des poltergeists, c'est un peu comme lorsque l'on parle des criminels, on revient souvent on va glisser dans la conversation. Ah, c'est comme Charles Manson, c'est comme Jack l'Éventreur. Ah, ce sont des références. Oui. Et quand on parle des phénomènes de poltergeist, je sais qu'avec Marceau, on a déjà parlé du poltergeist des policiers de St. Catharines. On a parlé du poltergeist de Enfield, qui a inspiré le film La Conjuration 2. Et à chaque fois où on a abordé ces questions-là, à quelques moments donné dans la conversation, j'ai dû glisser, c'est comme le poltergeist de Rosenheim. Parce que Rosenheim est devenu, pour les gens qui s'intéressent à ces phénomènes de fantômes, aux phénomènes de poltergeist, c'est en fait un phénomène qui a marqué l'histoire de la parapsychologie, parce que c'est peut-être la première fois où un phénomène de poltergeist se produisait dans un univers technologique. C'est-à-dire que avant Rosenheim, on avait eu de nombreux cas de poltergeist qui avaient été rapportés, mais c'était des périodes où on n'avait pas vraiment beaucoup de technologie pour s'assurer de ce qui se passait. Il faut se rappeler qu'au 19e siècle, ou même jusque dans la moitié du 20e siècle, les chasseurs de fantômes utilisaient littéralement, on entrait dans des pièces, on mettait sur le sol, on épandait sur le sol de la poudre de talc, la poudre pour les faufounes de bébé. Puis là, on espérait que si le fantôme venait, il laisserait éventuellement des empreintes dans la poudre de talc. On plaçait également des petites cordelettes avec des clochettes en se disant, si le fantôme vient dans la pièce, il va bouger les clochettes, puis on va l'entendre. Donc, on avait des moyens qui étaient finalement excessivement archaïque, si je puis dire, dans l'espoir de détecter ces phénomènes de fantômes. Lorsqu'arrive l'affaire du poltergeist de Rosenheim, on est dans les années 60. À ce moment-là, on a des moyens technologiques pour essayer de documenter les manifestations. Et le poltergeist de Rosenheim va devenir un peu un porte-étendard du phénomène du poltergeist parce que il se produit à ce moment-là. Et il faut quand même le mentionner, dans les cas de poltergeist, dans celui-là en particulier, on a l'intervention de l'un des pères de la parapsychologie, l'un des pères de la parapsychologie expérimentale, qui est Hans Bander. Il faut se rappeler
Puis je veux pas qu'on fasse un cours là-dessus, mais c'est des sujets qui me passionnent tellement, écoute, je pourrais t'en parler longuement. Mais il faut savoir que au début du 20e siècle, puis on l'a déjà évoqué dans les émissions passées, mais comment la parapsychologie expérimentale est née, la psychologie, je pense qu'il y a une semaine ou deux, on en avait parlé. Oui. Parce que à une époque, c'était dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'était un peu l'âge d'or du spiritisme. Les gens communiquaient avec les défunts à travers des médiums. Là aussi, on pourra longuement revenir sur la validité de tout ça, mais néanmoins, des scientifiques se sont posé la question, est-ce que on peut documenter ces manifestations-là de manière rigoureuse? Est-ce qu'on peut faire appel à la science au-delà de la croyance? Et c'est là qu'on a vu se développer de ce qu'on a appelé la parapsychologie expérimentale. Et l'un des pères de la parapsychologie expérimentale, c'est un Allemand du nom de Hans Bander. Et dans le cas du poltergeist de Rosenheim, comme on va le voir, Hans Bander a été l'un des principaux enquêteurs sur cette histoire. Donc, on a un poltergeist qui se produit dans une ère technologique où on peut documenter les manifestations et on a mis beaucoup d'efforts pour les documenter. Et ensuite, on a l'implication de l'un des personnages que l'on considère comme un père de la parapsychologie expérimentale, qui est Hans Bander. Donc, ce cas de poltergeist de Rosenheim que j'ai évoqué 1000 fois dans des émissions avec Marceau, ce soir, on va y aller plus en détail, on va définir, on va raconter les événements qui ont marqué un tournant dans l'histoire de la parapsychologie et l'étude des phénomènes de poltergeist. Mais avant, en première partie, on revient le plus qu'on peut, parce que des fois, le temps nous manque sur l'actualité de la semaine. Sur nos actualités, ouais. Et là, j'ai fait une demande spéciale parce que je vois sur ma feuille le syndrome des gens hantés et j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi. Est-ce que c'est les gens qui se disent habités par l'esprit d'un enfant de 7 ans qui est décédé dans des circonstances nébuleuses? Est-ce qu'on tourne autour de ça? Ça c'est de la possession. Ah, OK. Ça, c'est de la possession, parce qu'il faut savoir, quand on parle de possession, la première, et là je sais qu'il y a plein d'auditeurs, dès que j'ai évoqué le mot possession, m'ont immédiatement pensé à la possession diabolique. C'est vrai que dans notre culture occidentale, la possession est souvent associée à la possession diabolique, à la fois à travers la culture, à travers la religion, puis aussi un peu le cinéma, nous a habitués à la possession, c'est forcément le diable. C'est le mal. Ouais, c'est le mal. Mais il faut savoir que dans le phénomène du spiritisme ou de la communication spirit, il y a des médiums qui vont se laisser habiter par des esprits, ils deviennent des canals et à ce moment-là, bien sûr, leur corps n'est qu'un outil utilisé par une entité décédée. Donc, on va dire à ce moment-là que c'est une communication par possession. Okay. Mais la possession, c'est un esprit, un défunt, entre guillemets, là, je prends pas position si oui ou non, c'est ça. Moi, je ne suis que le messager, j'essaie le moins possible de prendre position dans le pour ou contre. Je suis que le type qui amène la nouvelle. Donc, ne tirez pas sur le messager. Non, c'est ça. Donc ça, c'est une incorporation, donc il y a une communication qui se fait dans ce sens-là. Dans le cas de notre syndrome de gens hantés, c'est pas tout à fait ça. Il faut savoir que lorsque l'on étudie les phénomènes paranormaux et les phénomènes de hantise ou de manifestations spectrales, entre guillemets, il faut savoir qu'il y a un premier intérêt, celui de déterminer si la manifestation qui se produit, elle est documentable. Est-ce que les gens qui disent, par exemple, je vois un fantôme, la question que je peux me poser, c'est si c'est un fantôme, qu'est-ce qu'un fantôme, comment se manifeste-t-il, dans quelles conditions se manifeste-t-il? Donc, essayer de documenter la manifestation. Mais on peut également s'interroger, est-ce qu'il y a des traits communs entre les gens qui disent voir des fantômes? Donc, on n'étudie pas le fantôme, on étudie les gens qui voient le fantôme. Et c'est un peu cette étude qui vient tout juste d'être publiée dans le Spirituality and Clinical Practice. C'est un périodique, je vais mettre entre guillemets scientifique, là, mais même si il est pas lié à une université particulière, mais c'est vrai que les gens qui écrivent qui écrivent dans cette publication sont souvent les gens qui ont une solide formation académique. Et ici, l'étude a été menée par une douzaine de chercheurs, qui est un groupe qui a été dirigé par le psychologue américain Brian Layth. Et ce qu'on a essayé de déterminer, c'est est-ce qu'il y a des traits communs entre les gens qui disent vivre de ces expériences? Par exemple, ils ont des impressions, des sensations de présence, ils ont des sensations d'être observés, et parfois ils ont même des sensations de toucher ou des sensations olfactives. Ils sentent le parfum d'un défunt. Ouais. Et souvent, ce sont des événements qui vont se produire immédiatement après le décès d'un proche. Par exemple, je suis à la maison,
ma grand-mère est décédée et là, soudain, quelques jours après son décès, je vais sentir l'odeur de son parfum. Puis je me dis, tiens, voilà, c'est une manifestation de grand-maman. Et il y en a qui disent que même à distance, sans avoir pris connaissance tout de suite, sans avoir appris le décès immédiat de leurs proches, vont avoir comme un signe ou une manifestation quelconque. Puis ouais, ça, c'est assez troublant. C'est assez troublant parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines, je crois. C'est un phénomène qu'on appelle les apparitions de crise. Les apparitions de crise dans le domaine de... Parce que il y a comme un univers qui est séparé entre les deux. On a les psychologues et les psychiatres qui reconnaissent qu'un très grand nombre de gens, en fait, ça peut aller jusqu'à 70% des gens qui, en période de deuil, vont avoir des impressions d'une manifestation de l'au-delà. Les psychologues et les psychiatres parlent ici d'hallucination de deuil. On voit bien que la définition, le mot, c'est hallucination. L'hallucination, c'est voir ou sentir quelque chose qui n'est pas réellement là. Et on croit que les psychologues et les psychiatres perçoivent ces hallucinations comme étant un processus naturel à travers le mécanisme du deuil. Mais bien sûr, lorsque ce genre de manifestation, parce que là, il y a toujours ce débat, oui, si ce n'était pas des hallucinations, on peut poser le grand point d'interrogation, et c'est toujours un peu ce débat qu'il y a entre la science conventionnelle et ceux qui s'intéressent aux sciences limites, comme la parapsychologie. On se dit oui, mais lorsque les gens ne savent pas qu'il y a eu un décès, il n'y a pas un processus de deuil d'entamer. Par exemple, quelqu'un... Et on donne, tu te réveilles la nuit, et puis soudainement, tu sens une odeur de pipe dans ta chambre à coucher, puis tu te dis, mon Dieu, mais cette odeur-là me rappelle mon oncle Jean-Paul. Mais ton oncle Jean-Paul, depuis plusieurs mois, tu es sans nouvelles de Jean-Paul, même si tu t'entendais bien avec l'oncle Jean-Paul, fait quand même quelques mois que tu n'as pas eu de ses nouvelles, tu l'as pas appelé, et là tu te dis, tiens, il faudrait bien que demain j'appelle Jean-Paul. Et t'apprends que durant la nuit, Jean-Paul est mort accidentellement. Donc, il n'y avait pas une attente de son décès. Il n'était pas atteint d'un cancer, il n'était pas en phase terminale, c'est une mort qui était soudaine, et voilà que tu as senti durant la nuit l'odeur de sa pipe, et t'apprends par son épouse à qui tu parles le lendemain, elle te dit oui, il est décédé la nuit dernière vers 3 heures du matin, et c'est justement à cette heure-là que tu t'es réveillé, que tu as senti cette odeur. Alors là, tu vois que c'est plus difficile d'expliquer en termes d'hallucination. Donc ici, les psychologues et les psychiatres auront de la difficulté à justifier cette apparition sans faire intervenir une notion, disons, entre guillemets, surnaturelle. La problématique de ces apparitions de crise, c'est qu'elles sont très difficiles à documenter et elles reposent essentiellement sur le témoignage. C'est X ou Y qui raconte avoir vécu ce type d'expérience, mais c'est très difficile de la documenter. Donc ici, on parle des phénomènes en état de crise, et oui, les gens hantés correspondent un peu à des gens qui vivent ce genre d'expérience-là, mais de manière plutôt récurrente. Dès qu'il y a un décès, ils vont sentir ces présences-là, et même lorsqu'ils ne sont pas dans un contexte de décès ou de deuil, ils auront quand même l'impression, lorsqu'ils entrent dans des lieux, ou même lorsqu'ils sont chez eux, ils auront des impressions de présence. Alors, on a voulu s'intéresser à ces gens-là, et on a découvert finalement que le phénomène est on a passé, bien sûr, un sondage auprès des gens, et on s'est aperçu que le phénomène était beaucoup plus répandu qu'on le croyait. Donc, on s'attendait à une réponse d'à peu près 5% de la population, et on était étonné de voir que la population, le nombre de gens qui décrivaient ce type d'expérience était plus de 30%. Quand même. Oui, et l'étude quand même, c'est pas une étude qu'on a faite une fin de semaine sur un bout de papier, là, c'est une étude qui a duré pendant 5 ans, et qui a été publié dans le périodique Spiritual and Clinical Practice. Mais cette étude est tellement, l'élaboration de l'étude et de la recherche est tellement importante qu'elle a fait l'objet d'un livre qui vient d'être publié. Je l'ai commandé, je l'ai pas encore reçu. On me dit sur Amazon que je devrais le recevoir d'ici la fin du mois, là. Mais le titre du livre, c'est Ghosted, qui veut dire hanté, et dans lequel les scientifiques élaborent tout le protocole de recherche qu'ils ont mené et les filtres en fait qu'ils ont mis en place pour pouvoir obtenir le meilleur échantillonnage. Et ce qu'ils découvrent, c'est que les gens qui se disent hantés, appelons-les comme ça, donc les gens qui vivent de ces phénomènes de manière plus ou moins récurrente, il y a 2 éléments, 2 caractéristiques qu'on retrouve chez ces gens-là. D'abord, il y a l'acceptation de ces gens-là à croire qu'une manifestation extraordinaire est possible. Donc, il y a déjà une attente. Oui, ce type d'expérience
peut arriver. Et ce qu'ils ont découvert également, que ce type de manifestation se produit souvent lorsqu'il y a des périodes d'angoisse ou d'anxiété qui peuvent être liées à n'importe quoi. Peut être reliées à des problèmes familiaux, peut être reliées à des problèmes de travail. Mais lorsqu'il y a ces périodes d'angoisse et d'anxiété, ces gens qui acceptent la possibilité d'une expérience extraordinaire auront plus tendance à vivre ce type d'expérience à ce moment-là. Okay. Les chercheurs ont également découvert que l'expérience, elle est contagieuse. Donc, dans la famille ou avec les proches, si on vit ce type d'expérience-là et on en parle aux autres, il y aura une espèce de suggestion qui sera installée et il est possible que des gens autour de nous aient aussi l'impression de vivre des expériences étranges ou paranormales. Les chercheurs croient qu'à travers ces mécanismes-là, l'expérience peut être à la fois réelle et subjective. La personne peut réellement sentir quelque chose qui soit extérieur à elle, mais il est possible aussi que, comme l'expérience est contagieuse, il est possible qu'il y ait une espèce de préparation, une attente qui soit mise en place. Et là, les gens auront tendance à croire que certaines manifestations autour d'eux soient à mettre sur le dos des revenants ou d'un défunt, ou peu importe. Ça doit être facile de se convaincre soi-même que c'est ça. Hein? C'est l'espèce de biais là, de voilà. 1 + 1 = 2. Des fois, ça... Voilà. Donc, on a tout un contexte. Et ici, les chercheurs, et c'est ça qui est intéressant, parce que les chercheurs n'ont pas essayé de déterminer s'il y avait vraiment un fantôme et quelle est la nature du fantôme. Ils se sont intéressés aux gens et ils arrivent à cette conclusion que ces gens présentent des profils psychologiques particuliers qui les amènent à vivre ce type d'expérience-là. Les expériences peuvent être réelles ou non. Les chercheurs ne se sont pas posé cette question-là, mais ils disent, mais voilà, on a une recette qui fait que lorsqu'on a ces gens-là qui ont ce profil-là, ils auront tendance davantage à vivre des types d'expériences surnaturelles. Alors, on peut se poser la question, et la réponse reste ouverte. Est-ce qu'ils ont plus tendance à vivre des expériences parce que psychologiquement, ils les imaginent plus aisément, ou est-ce qu'ils auront plus tendance à vivre des expériences parce qu'ils sont plus sensibles à leur environnement? Donc, il y a peut-être de véritables manifestations, mais pour pouvoir les capter, ces manifestations, il faut peut-être avoir un profil psychologique particulier, ce qui expliquerait pourquoi des gens qui vont visiter une maison, par exemple, diront, ben moi, j'ai rien senti dans cette maison-là, et d'autres personnes iront dans la même résidence et diront, ben j'étais pas à l'aise, je me sentais observé, j'avais ci ou j'avais ça. Ces expériences-là, ces discours-là peuvent être tout à fait subjectifs, bien sûr. Les gens peuvent imaginer qu'il y a quelque chose dans la maison, mais peut-être qu'il y a réellement quelque chose, mais la réceptivité de ces gens, leur sensibilité, les rend plus aptes à percevoir cet environnement qui, pour la plupart des gens, reste invisible. Donc, ce que les chercheurs disent, parce qu'il faut savoir qu'en psychologie ou en psychiatrie, il y a un gros dictionnaire, une grosse bible qu'on appelle le DSM. Oui. Là, on en est à l'édition numéro 5, le DSM-5. Et les gens, quand on regarde, pour les gens qui nous écoutent, à quoi peut ressembler le DSM, il faut savoir que c'est l'outil de travail un peu, le livre de chevet de tous les psychologues et les psychiatres. Et ça se présente un peu comme un grand dictionnaire. Et là, je sais s'il y a des psychologues ou des psychiatres qui nous écoutent, ils seront un peu outrés. Mais je vais essayer de réduire un peu l'image. Imaginez-vous un grand dictionnaire dans lequel se trouvent à peu près tous les maladies ou les déficits, les maladies ou les pathologies cliniques que l'on connaît en psychologie ou en psychiatrie. Elles sont recensées avec leurs symptômes les plus connus. Alors, prenons l'exemple de la schizophrénie. On a sous la lettre S, on a schizophrénie. Et là, on peut lire la description de ce que c'est la schizophrénie. Et là, en dessous, on nous dit, les symptômes sont les suivants. Et là, on élabore peut-être les 10 symptômes les plus fréquents de la schizophrénie. Il y en a beaucoup, pareil. Ouais, il y a 10 symptômes. Et là, on nous dit, les psychologues et les psychiatres, selon une entente académique, on se dit, si le patient présente 4 ou 5 de ces symptômes, c'est suffisant pour dire, notre patient souffre de schizophrénie. 1 ou 2 symptômes, on va dire, il y a des tendances un peu, mais il n'est pas vraiment schizophrène. Mais s'il en a 5, 6 ou 7, on pourra dire qu'il souffre de cette pathologie. Voilà un peu comment se présente le DSM. Et dans le DSM, on retrouve sous différentes pathologies cliniques des gens qui ont, j'entends des voix ou je perçois des choses qui
qui n'existe pas. Fait que là, ça va les hallucinations. Donc là, ça va de la schizophrénie à la maladie mentale et autres. Et ce que nos chercheurs ici nous disent, c'est qu'il faut faire attention que de ne pas voir essentiellement les gens qui vivent ce type d'expérience-là, ne pas immédiatement leur mettre une étiquette en disant ces gens souffrent d'une pathologie clinique. Donc, on n'est pas c'est pas parce qu'on entend des voix, ce n'est pas parce qu'on voit des choses qui apparemment pour la plupart des gens n'existent pas ou ne sont pas là. Ça ne veut pas dire qu'on souffre d'une pathologie mentale, qu'on est déficient quelque part. Ça se peut que ce soit simplement notre sensibilité qui nous amène à percevoir ces choses. Et c'est cet aspect-là un peu clinique que les chercheurs appellent le syndrome des gens hantés. OK. Intéressant. Voilà. Intéressant. Fait, ranger les camisoles de force, tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu comme je me rappelle, il y a, à un moment donné, on a fait une émission durant la radio X-Files avec Yannick et j'avais reçu le professeur Régis Solery. On avait parlé ensemble d'un cas de possession diabolique qui est bien connu, qui est le cas d'Annelies Michel, qui s'est produit dans les années 1970. Ça se passe en Bavière, en Allemagne. Et la question qu'on pourrait poser à un médecin, et Régis Solery, qui est médecin, il est professeur d'anatomie à l'université de Trois-Rivières, quand on lui pose la question, est-ce que cette personne-là, elle est possédée par le diable? Ben, la réponse du professeur Solery, comme la plupart des praticiens qui se sont penchés sur cette histoire et qui la connaissent bien, te diront, bon, on peut pas la science ne peut pas dire si le diable existe ou non, ou si le diable peut posséder quelqu'un. Ça relève de la foi, ça relève de la religion. Ça relève pas de la science. Mais en revanche, comme médecin, on peut dire, voilà une personne qui présente tous les aspects cliniques comme si elle était vraiment possédée par quelqu'un. À savoir si ce quelqu'un-là ou ce quelque chose existe réellement, ça relève d'une autre sphère d'activité ou d'une autre sphère de pratique qui est celle de la religion. Mais on peut dire que cette personne-là souffre d'un syndrome de possession. C'est-à-dire qu'elle présente tout un ensemble de caractéristiques ou de pathologies ou de comportements qui nous amènent à croire qu'elle est peut-être possédée. Mais on ne peut pas se prononcer sur la possession elle-même. Mais c'est un peu ce qu'ont fait nos chercheurs ici. Ils disent, ben voilà, on a des gens qui présentent des caractéristiques comme s'ils percevaient réellement des manifestations de l'au-delà, mais ce n'est pas à nous de nous prononcer sur la nature de ces manifestations. On est des scientifiques, on laisse ça au domaine du spiritisme, de l'ésotérisme, mais ce n'est pas à nous de se prononcer là-dessus. Une chose est certaine, c'est qu'on voit chez ces personnes un ensemble de caractéristiques qui nous permet de dire, ben voilà, ce sont des gens qui sont plus aptes à percevoir ce type de manifestation. Donc la zone demeure toujours grise. Oh, absolument. Et c'est souvent, dans cet univers-là, les zones grises sont très nombreuses. Ah, il y en a pas mal. Fait que malheureusement, à ceux qui pensaient obtenir une réponse, ce sera pas ce soir. Non, ce sera pas là-dessus. En tout cas, pas. Oui, vas-y. Pas sur ce dossier-là, non, c'est ça. Avant de faire une pause, Christian, on est rendu déjà à notre segment divertissement de la soirée. Ah, c'est le divertissement de la soirée. Donc, j'ai deux trucs à vous proposer. Écoute, je viens d'abord, dans un premier temps, si vous êtes comme moi des maniaques des livres, je vous en propose un qui vaut vraiment le détour. C'est un livre qui s'appelle Apparition, les archives de la France hantée. Je sais, les gens diront, oh oui, la France, mais c'est pas le Québec. Il faut savoir que le Québec, on est un tout petit îlot francophone dans un univers anglophone. Donc, il faut quand même souvent se retourner vers l'Europe et en particulier la France pour trouver du matériel intéressant. Et il faut savoir aussi que la France, lorsque on a parlé un petit peu plus tôt de Hans Bender et l'avènement de cette parapsychologie expérimentale qui va se produire au début du 20e siècle, la France a joué un rôle de premier plan dans l'étude des phénomènes paranormaux, à cheval sur cette conception de l'au-delà ou de communication spirite et la parapsychologie expérimentale avec des mécanismes comme la télépathie, la télékinésie, donc le pouvoir de la pensée sur la matière. Donc, la France ça a été un peu le cheval de bataille de tout un groupe de scientifiques qui ont fondé une institution qui est tout à fait remarquable, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle l'Institut métapsychique international, qui a siège à Paris et qui s'intéresse à ces phénomènes dits limites, les phénomènes paranormaux. Et dans le livre dont je te parle, Apparition des archives de la France hantée, l'auteur, Philippe Baudouin, c'est un ouvrage de 2021,
Il a fait un travail remarquable. Lui-même est maître de conférences associé aux sciences de l'information et de la communication à l'Institut universitaire de Cachan. Il est philosophe de formation et spécialiste dans l'histoire et des techniques. Donc, un solide bagage académique. Et il s'est tourné, c'est un travail vraiment de moine. Il s'est tourné vers les archives, autant les archives de l'Institut métapsychique international que les archives françaises dans différentes universités ou encore dans des archives nationales pour essayer de sortir les meilleurs documents et nous présenter à peu près un siècle de recherche en parapsychologie expérimentale, incluant bien sûr la recherche sur les communications spirites. C'est un ouvrage qui est remarquable, excessivement bien illustré. C'est vraiment du bonbon. C'est le genre livre de chevet. Tu le laisses traîner sur ta table pour que les gens puissent le feuilleter. Tellement il est bien illustré, avec des photographies qui sont tout à fait surprenantes. Un très, très beau livre, Apparition des archives de la France Hantée. Et ensuite, si on va du côté du divertissement télévisuel, j'ai une petite série à vous proposer. C'est une série qui est disponible sur Netflix. C'est une série de 2021. Elle compte 10 épisodes. En fait, c'est 2 saisons de 5 épisodes. C'est des petits épisodes qui, au départ, destinés à être présentés sous format de 30 minutes. Si on retire les publicités, on a à peu près des épisodes d'une 20aine de minutes chacun. Et la série s'appelle « Le cerveau en bref ». The Mind Explained, c'est le titre original. Et donc, on aborde différents aspects du cerveau et de ses mécanismes. Et si tu me posais la question, Camille, quelle est l'émission de toutes les radios X-Files que l'on a fait? Quelle est l'émission pour moi la plus importante? Ben, c'est l'émission du 12 avril 2019, où avec Yannick Marceau, on avait reçu le docteur Hubert Van Gessegem. Et on avait parlé, le titre de l'émission, c'était « Que vaut un témoignage ?» Parce qu'il faut pas se le cacher, dans l'univers du paranormal, 90% du matériel sur lequel on va se reposer, c'est des témoignages. Quand les gens disent, les ufologues nous disent, nous enquêtons sur les ovnis, c'est pas vrai. Ils enquêtent sur des témoignages de gens qui disent avoir vu des ovnis. C'est la genèse, en fait. Voilà, c'est un peu comme les gens qui disent, je m'intéresse aux fantômes. Ben, des fantômes, je suis désolé, on n'a pas d'une petite bouteille. Donc, on s'intéresse à des témoignages de gens qui disent avoir vu des fantômes. Donc, essentiellement, les phénomènes paranormaux, puis c'est vrai pour les fantômes, c'est vrai pour les ovnis, c'est vrai pour le monde du Loch Ness, le Bigfoot et tout le reste, c'est presque essentiellement du témoignage. Et justement, que vaut les témoignages? Est-ce que réellement on peut donner foi à des récits qui sont tout à fait fantastiques? Et le docteur Van Gessegem nous avait dit, faut faire attention parce que s'il y a quelque chose que les sciences cognitives nous ont appris, c'est que la mémoire n'est absolument pas fiable. C'est une faculté qui oublie. Oh, c'est une faculté qui oublie, c'est une faculté qui se colore, qui se transforme. En fait, il y a deux réalités. Il y a, comme le disait le docteur Van Gessegem, il y a la réalité objective. Si j'avais donc placé une caméra ou supposons des caméras de sécurité sur des édifices, ce que les appareils, les caméras vont filmer, c'est cette réalité objective. La caméra, elle donne une image précise, réaliste de la situation. Et il y a une réalité qu'on appelle la réalité psychologique. Ce que moi, comme individu, je pense qui s'est passé. Mais entre ce que je pense qui s'est passé et la réalité elle-même, il peut y avoir un monde entre les deux. Donc, c'est pourquoi les témoignages sont excessivement fragiles. Et c'est un peu pourquoi les amateurs de fantômes, les amateurs d'ovnis, s'inventent souvent un univers dans lequel les règles sont transformées. Hein. Dans la réalité, les témoignages sont pas fiables, sauf les témoins qui ont vu des ovnis. Eux autres, leur récit ne change jamais, leur mémoire est infaillible, alors que dans toutes les autres sphères de l'activité humaine, le témoignage est pas aussi fiable que ça. Il y a une marge d'erreur d'habitude. Oh, il y a une petite marge d'erreur, tu sais. Et bon, donc, mais ce documentaire, cette série-là, sur Netflix, écoute, elle est en 10 épisodes. Bon, on aborde à peu près tous les aspects qui sont cognitifs. Je te dirais que pour avoir vu la série, c'est vraiment un petit bijou. Les 3 épisodes qui m'ont le plus intéressé, c'est les rêves, les souvenirs. Justement, on nous parle abondamment de la faiblesse de la mémoire et comment la mémoire reconstruit la réalité, qui n'est pas forcément une réalité objective. C'est la réalité qui fait mon affaire. Et puis, les lavages de cerveau, parce qu'on évoque notamment la peur
satanique des années 80 et 90, qui est pour moi quelque chose qui m'a toujours fasciné et sur lesquels on aura l'occasion de revenir dans quelques émissions du jeudi lorsque l'on parle de crimes occultes et sataniques. Beaucoup de ces crimes se sont inscrits durant cette période qu'on a appelée la peur satanique, qui restait quand même, ces crimes-là restaient quand même des éléments rarissimes et anecdotiques, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais bref. Mais beaucoup de psychopathes en ont bénéficié pour faire absolument. Donc, si la perception un peu, les systèmes cognitifs, comment notre cerveau fonctionne et comment il peut nous altérer la réalité de différentes façons, c'est une série à voir, Le cerveau en bref. C'est sur Netflix. Et on se quitte pour la pause en écoutant la bande-annonce. Encore une fois, la bande-annonce, elle est en anglais, mais pour les auditeurs, sachez que la série, elle est disponible en français sur Netflix. Voici Le cerveau en bref. Your brain is an association machine. It connects things together. Why are memories so unreliable? About 50% of the details of that memory change in a year, even though most people are convinced they're 100% right. For thousands of years, humans have seen dreams as some kind of window into our deeper selves. The brain in REM sleep looks uniquely different from any other time. We keep inventing new reasons to be anxious. Anxiety is the most common mental illness. Why do so many of us feel this way? And what can we do about it? Noticing your mind is lost, it's a moment of awakening. How can a brief encounter with a psychedelic drug have such dramatic and varied effects? And what does that tell us about the mind? Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. 19h34 de retour dans l'émission Radio X-Files. C'est drôle, Christian, je vois les commentaires sur notre page Facebook des gens qui s'ennuient de l'époque où on faisait des 120 minutes. Et je dirais que nous aussi, le temps nous manque, mais nous sommes en Formule Express. Ouais, les gens le savent pas, là, mais chaque jour, on le dit, on vous laisse passer derrière le micro. Chaque jour, je remets à Camille, tu fais une confidence, chaque jour, je remets à Camille un line-up de ce dont on devrait parler. Oui. Et généralement, quand on en fait 50%, c'est bien. Donc, chaque jour, il y a des nouvelles, il y a des trucs dont on n'a pas l'occasion de parler parce qu'on est effectivement dans un mode de sprint. Alors, les gens le savent maintenant. Non, parce que si des gens s'inquiétaient, oui, mais peut-être qu'ils vont manquer de matériel. Non, uniquement avec ce qu'on a mis de côté depuis le début de la nouvelle saison, on pourrait faire encore 7 ou 8 émissions déjà d'avance. Et voilà, c'est ça. Et là, il nous reste un genre de 23 minutes. Voyons voir si on a suffisamment de temps pour parler du poltergeist de Rosenheim. Ouais, c'est l'histoire de poltergeist l'une des plus célèbres à tout le moins du 20e siècle. Et pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné en début d'émission, elle se produit à une époque où on pourrait appeler ça l'ère technologique. On est passé de la poudre de talc sur les planchers, les petites clochettes accrochées après les poignées de porte, à vraiment une démonstration, une investigation qui va faire appel à des moyens technologiques, et tu vas le voir, pas les moindres. On est donc à l'été de 1967. On se trouve à Rosenheim. C'est une petite ville de Bavière qui se trouve au sud-est de Munich. Et c'est une ville d'à peu près 40 000 habitants à ce moment-là. Et au centre, les événements qui seront rapportés se passent dans un bureau d'avocat, celui de Sigmund Adam, et qui vient tout juste d'engager une nouvelle secrétaire qui s'appelle Anne-Marie Scheibel. À partir du moment où Anne-Marie met les pieds dans le bureau de l'avocat, des manifestations vont commencer à se produire et elles vont aller crescendo au cours des jours et des semaines qui vont suivre. Bon, je t'en liste quelques-unes. Les plafonniers se mettent à se balancer tout seuls. Les ampoules placées dans les plafonniers et dans les lampes se mettent à exploser. L'horloge parlante, ça c'est vraiment amusant. L'horloge parlante, donc on prend notre téléphone, on appelle, et l'horloge parlante est un service payant. C'est à toutes les fois que tu appelles l'horloge parlante, on va sur ta facture de téléphone, on va te charger, mettons, 50 sous par appel. Okay. Or, il y a des appels qui sont logés plusieurs fois à la minute entre le téléphone du bureau d'avocat, le cabinet d'avocat, et l'horloge parlante.
Oui, il sera 11h05 au top. Donc, et ça se multiplie à une vitesse tellement vite qu'éventuellement, les experts du téléphone vont déterminer que les appels sont logés plus rapidement qu'il faut de temps, parce qu'il faut se rappeler qu'on est en présence d'un téléphone avec une roulette. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui. Bon. Et les appels sont logés plus rapidement qu'il faut de manipuler la roulette sur le téléphone. Donc, on a des appels à l'horloge parlante. Les néons tombent des plafonds et les supports pour les néons sont littéralement tordus. Les cadres, et ça c'est vraiment extraordinaire, on a même des images qui le montrent, les cadres tournent autour de leur clou. Donc, tu t'imagines, t'accroches un cadre sur le mur et soudain, il se met à faire un 380 autour du clou sur lequel il est accroché. Les tiroirs des meubles s'ouvrent et se referment tout seuls. Et bien sûr, et à un moment donné, il y a même une armoire et dont on va évaluer le poids. Les policiers évalueront le poids à 180 kilos. Donc, 180 kilos, gros, si on parle en livres, c'est 300 livres. Là. Donc, on a une armoire de 300 livres, 180 kilos, qui se déplace comme ça, tout seul, sur le plancher dans le cabinet de ce docteur, cet avocat, Sigmund Adam. Donc, devant ces manifestations tout à fait extraordinaires, Monsieur Sigmund Adam appelle au départ la compagnie du téléphone. Comme il reçoit les factures de téléphone, tu comprends qu'il est préoccupé qu'on appelle 30 ou 40 fois à la minute, qu'on appelle l'horloge parlante. J'espère. Alors, la compagnie en Allemagne, comme en France, c'est la Poste qui gère le téléphone. Donc, la Poste sera chez Sigmund Adam et on change toutes les lignes téléphoniques. Et malgré ça, les appels continuent d'être logés à l'horloge parlante et on constate même que des appels sont logés quand on regarde sur la facture de relevé du téléphone, on voit qu'il y a des appels qui sont logés alors que le bureau est vide. Donc, après les heures de bureau, on continue d'appeler de manière moins fréquente que durant les heures d'activité du bureau, mais même après les heures d'activité, des appels sont logés quelques fois par soir ou quelques fois par nuit à l'horloge parlante. La compagnie du téléphone retourne chez Sigmund Adam et va installer sur les téléphones des systèmes de verrouillage, comme une espèce de... On peut s'imaginer là une espèce de verrou avec un cadenas et une clé pour déverrouiller le système. Et malgré que les téléphones sont verrouillés et que seul Sigmund Adam a la clé pour déverrouiller les téléphones, les appels continuent d'être logés. Là, je parle de l'horloge parlante, mais à plein d'autres personnes aussi. Elles sont logées à toutes sortes de services, principalement l'horloge parlante, et on comprend que l'horloge parlante est plus préoccupante puisqu'on facture à l'appel. Donc, pour Sigmund Adam, ça devient excessivement compliqué. Et là, donc, malgré qu'on n'arrive pas à trouver de solution, Sigmund Adam, ne sachant plus vers qui se tourner, il décide d'appeler la police judiciaire. Donc, la police arrive sur place et on va commencer à enquêter. Et en même temps que la police arrive sur place, il y a aussi, l'histoire s'est ébruitée. Possiblement que quelqu'un au bureau de la police a parlé à des collègues. Bref, tout ça, on sait que la télévision locale, TVARD-TV, est informée de cette histoire-là et elle va se rendre sur place et on aura droit à des images exceptionnelles. Quand je te parlais de cette ère technologique, on voit par exemple, moi pour avoir vu les films tournés à ce moment-là, on voit à un moment donné Anne-Marie qui marche dans le corridor et on voit les lustres se balancer au-dessus d'elle au fur et à mesure où elle progresse à travers le corridor. On voit l'un de ces cadres qui tourne littéralement autour de son clou. Et tout ça tourné par les équipes de la télévision et les services de police également qui sont sur place essaient de trouver une explication et on n'en trouve pas. Alors, comme on se dit qu'on doit être dans l'univers du surnaturel, alors qui on appelle les Ghostbusters. Oh! Et les Ghostbusters, à cette époque en Allemagne, il y a un individu qu'on retrouve régulièrement dans les médias pour parler de phénomènes paranormaux. C'est un peu le monsieur fantôme de toute l'Allemagne. Et cet homme, c'est Hans Bender. Hans Bender, pour le situer à ce moment-là, il est psychologue à l'université de Freiburg. Il est le directeur et fondateur
fondateur d'un département qui s'appelle l'Institut pour les zones frontières de la psychologie et l'hygiène mentale. Ça, c'est à l'intérieur même de l'Université de Freiburg. Et bien sûr, ce sont des bien grands mots, mais pour dire qu'on s'intéresse à la parapsychologie. La parapsychologie, c'est un peu tabou utiliser ce mot-là dans un cadre académique, même si à l'époque, on est beaucoup plus ouvert, dans les milieux académiques pour parler de parapsychologie. Même aux États-Unis, il y a de grandes universités. L'Université de Californie, par exemple, à Los Angeles, a son propre département de recherche en parapsychologie. Elles vont enquêter d'ailleurs sur une histoire célèbre qui est connue dans les milieux comme étant l'affaire Doris Biter, qui va inspirer le film The Entity, l'emprise. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir ce film-là. Ça met en vedette Barbara Hershey. Et c'est l'histoire d'une femme qui est agressée sexuellement par une entité invisible. OK, ça me dit rien. Donc, c'est un film qui date du début des années 80, mais c'est un film vraiment excellent, extraordinaire. Bien sûr, faut toujours se rappeler, combien de fois l'ai-je dit et vais-je le répéter, basé sur une histoire vraie ne veut pas dire que tout est vrai. Mais bon, on s'est inspiré de cette histoire-là qui avait été enquêtée à l'époque par les chercheurs en parapsychologie du département de parapsychologie de l'Université de Californie à Los Angeles. Donc, il y a plusieurs universités qui ont leur département, même si le mot parapsychologie parfois est un peu sulfureux. C'est le cas, par exemple, à l'Université de Freiburg où on a préféré donner un autre nom à ce département qui s'appelle l'Institut pour les zones frontières de la psychologie et l'hygiène mentale, qui a été créé dans les années 50 à l'instigation de Hans Bender. Donc, Hans Bender, c'est le monsieur fantôme de toute l'Allemagne. Il arrive, donc c'est un académicien, il arrive sur place, il débarque au cabinet de Sigmund Adam, constate lui-même ces manifestations et il va faire appel à des chercheurs qui sont en dehors de l'université, donc en dehors de son cercle, et pas les moindres là aussi, il va faire appel à un physicien de l'Institut, du très réputé Institut Max Planck, qui est un institut allemand pour le développement de la recherche scientifique. On va envoyer un physicien qui s'appelle Friedberg Karger, qui va débarquer sur place. On va également envoyer un technicien de Munich qui s'appelle Gerhard Zika, et tous ces gens-là vont essayer de documenter les manifestations qui se produisent dans le cabinet de Sigmund Adam. Et contrairement aux ovnis qui souvent disparaissent quand on allume notre appareil photo, c'est vrai. Oui, c'est des photos floues, là. Oui, des photos floues. Dans le cas du poltergeist de Rosenheim, les manifestations même deviennent crescendo. Plus il y a de gens qui sont là pour observer, plus on observe des choses. Et ces phénomènes-là se produisent à la fois sous l'œil des spécialistes, des techniciens qui accompagnent Hans Bender, sous les yeux de Hans Bender, sous les yeux des autres employés du cabinet et sous les yeux des policiers également qui font presque une veille permanente du cabinet de Sigmund Adam et qui ne peuvent que constater les phénomènes. On cherche à peu près toutes les explications possibles et on ne trouve rien. Et Hans Bender va concentrer son attention sur Anne-Marie. Elle est vraiment au centre des manifestations. On constate que lorsqu'elle est absente, parce qu'à un moment donné, Bender va demander à Sigmund Adam de renvoyer chez elle toutes ses secrétaires et tous les autres employés. Et dès qu'on renvoie Anne-Marie, les manifestations arrêtent. C'est vraiment en présence d'Anne-Marie que les manifestations se produisent. Okay, fait que tout ce temps pour se rendre compte qu'on n'a jamais, on l'a jamais soupçonné à la base, là, d'être peut-être l'espèce d'aimant pour ça. Là. Mais il faut dire que Sigmund Adam n'est pas un parapsychologue. C'est dès que Hans Bender arrive sur place, les manifestations ont déjà cours depuis quelques semaines. D'accord. Sigmund Adam n'avait pas fait le lien entre la présence d'Anne-Marie. C'est une nouvelle employée, puis voilà, des manifestations se produisent, mais Anne-Marie n'est visiblement pas toujours dans les pièces où les manifestations se produisent. Donc, Sigmund Adam ne voit pas un lien direct. Okay. Mais c'est vraiment lorsqu'arrive Hans Bender qui va dire à Sigmund Adam, on va commencer par renvoyer les secrétaires chez elle, on va regarder comment ça se produit, et là, on constate que c'est vraiment en l'absence d'Anne-Marie que les manifestations s'arrêtent, et dès qu'elle revient au bureau, les manifestations reprennent. Elle n'est pas toujours dans la pièce où les manifestations se produisent et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manifestation excluant la présence sur place d'Anne-Marie. On se rappelle, je l'ai mentionné, que même lorsque le bureau est vide, il y a eu des appels logés entre le téléphone du cabinet vers l'horloge parlante alors que le cabinet était vide. Mais c'est vrai que les manifestations vont prendre de l'ampleur lorsque Anne-Marie est sur place. Et là, Anne-Marie représente
Puis, on est toujours ici dans des zones grises. Hein? On peut pas arriver avec des certitudes, mais dans le milieu de la parapsychologie, lorsque l'on parle de poltergeist, et je l'ai expliqué il y a 2 semaines lorsqu'on avait parlé du poltergeist de Popper, hein, qui a inspiré le film Poltergeist. Lorsqu'on parle de poltergeist, il y a l'école principale en parapsychologie, c'est de dire qu'il y a une personne au centre de ces manifestations qui déclenche les manifestations autour d'elle. Comme si elle utilisait une forme d'énergie, une forme d'énergie psychique qui correspondait à son niveau de frustration. C'est généralement des gens, des adolescents ou des adolescentes. Dans le cas d'Anne-Marie, elle a 19 ans, donc elle n'est plus une adolescente, mais c'est une jeune adulte. Donc on est quand même dans cette sphère. C'est une jeune femme qui vit une peine d'amour au moment où les manifestations se produisent. Elle déteste son travail et elle déteste son patron. Donc on est dans un contexte où on a une jeune femme qui a des problèmes émotifs et on a l'impression que les manifestations se produisent autour d'elle comme si cette émotion à fleur de peau se manifestait par des objets qui bougent, des ampoules qui éclatent. Et donc, bref, à défaut de trouver une explication, Anne-Marie est licenciée en 1968. Donc, c'est ce qu'on a dans la parapsychologie, hein, l'hypothèse que développe Hans Bander, c'est que c'est Anne-Marie qui est au centre des manifestations, ce qu'on appelle l'agent du poltergeist. Et probablement pour son bien à elle, parce qu'elle déteste son travail, déteste son patron, bon, la friction va augmenter parce que bien sûr, on la pointe du doigt, c'est de la faute d'Anne-Marie, c'est elle, lorsqu'elle est au bureau, c'est elle qui produit toutes ces manifestations. Et éventuellement... Oui, le ton s'envenime et Anne-Marie est licenciée en 1968 et à partir du moment de son départ, elle va trouver un emploi dans un autre cabinet et il n'y aura pas d'autres manifestations. À la fois les manifestations dans ce cabinet de Sigmund Adam vont s'arrêter, mais il n'y aura pas non plus d'autres manifestations dans les locaux où elle va exercer là, son travail de secrétaire. Donc les phénomènes s'arrêtent vraiment. Alors, on peut se poser la question, mais évidemment, ça ne convainc pas tout le monde. Il y a des détracteurs qui se disent, bah, peut-être que c'est un coup de publicité. Un coup de publicité pour qui et pourquoi? Si Anne-Marie voulait, par exemple, si on essaie de comparer, par exemple, à notre poltergeist de Popper, là, on est en présence d'enfants qui veulent emmerder les parents. Hein, on se rappelle de ça. Hein? Oui. C'est un petit garçon de 10 ans. Il veut emmerder papa parce que papa est un ancien militaire puis il a une poigne de fer. Bon, alors on peut se dire, ça pourrait être une falsification. Peut-être que le gamin voit que ces manifestations emmerdent papa et il lance des objets sur les murs parce que ça vient combler son espèce de désir de créer des troubles autour de l'environnement familial. Dans le cas de Rosenheim, on n'est pas dans ce domaine-là. Si Anne-Marie détestait son travail, détestait son patron, je vois pas en quoi le fait de faire bouger des lustres ou volontairement faire éclater des ampoules, ou appeler à l'horloge parlante, changeait quoi que ce soit. Elle aurait pu simplement changer de boulot, changer son travail. Bon, merci, bonsoir. Il y a pas elle est pas coincée dans cet environnement-là, comparativement aux enfants dans l'affaire du poltergeist Popper. Là, elle est pas coincée dans l'environnement. Donc, elle se trouve dans ce milieu-là et produit ses effets autour d'elle. Alors, si ce n'est pas Anne-Marie d'ailleurs, il faut savoir qu'Anne-Marie va faire une déclaration beaucoup plus tardivement, là, donc aux alentours de 2014-2015, elle va être retrouvée par une équipe de chercheurs et elle sera interviewée. Et bien sûr, elle va dire, je n'avais absolument rien à voir dans ces manifestations. Elle s'appelle maintenant Anne-Marie Schneider. Okay. Et elle vit une vie normale. Et bien sûr, elle s'est retrouvée bien malgré elle au centre de ces événements, mais elle maintient n'avoir jamais manipulé ou fait quoi que ce soit qui aurait pu entraîner ces troubles-là. Alors, on s'est dit, peut-être que c'était Sigmund Adam, peut-être que l'avocat, hein, et là, j'utilise la voix des détracteurs, je dis, et si c'était Sigmund Adam qui avait volontairement créé ces manifestations-là? Après tout, son cabinet s'est retrouvé à la une des journaux de Rosenheim. Il s'est retrouvé au centre des reportages à la télé. Hein. La télévision est même venue filmer dans son cabinet. Un avocat, c'est bien compté, hein, de la publicité gratuite. C'est bien compté. Et comme le disait Barnum, hein, le P.T. Barnum, la mauvaise publicité n'existe pas. C'est ça. Donc, à partir du moment où tout le monde parle du cabinet de Sigmund Adam,
on se dit, peut-être que ça a amené des clients. Les clients qui se sont rendus au cabinet pour être bien sûrs qu'ils pouvaient eux aussi, auraient peut-être pu voir par la bande des manifestations surnaturelles. Mais il faut se rappeler que Sigmund Adam a été plutôt agacé par ces manifestations et il est allé devant les tribunaux de Rosenheim pour contester la facture du téléphone, de l'horloge parlante, qui s'élevait quand même à 10 330 $. Hey boy, c'est pas rien, là. Donc, il est allé devant les tribunaux. S'il avait voulu monter un canular, probablement qu'il n'aurait pas appelé aussi souvent l'horloge parlante. Donc, il s'est présenté devant les tribunaux, a contesté la facture de téléphone, disant ce n'est pas moi qui téléphonais à l'horloge parlante, et il va présenter comme preuve les enquêtes menées par Hans Bender, par le physicien de l'Institut Max Planck et par les techniciens de Munich, qui vont tous dire, et bien sûr aussi la compagnie du téléphone, qui vont dire, nous on a changé les installations, et malgré que les lignes étaient bloquées, on voyait des fluctuations à la fois sur le réseau électrique, des fluctuations sur le réseau téléphonique, et c'est à ce moment-là où il y avait ces communications qui se faisaient et pour lesquelles on n'a pas trouvé d'explication. Aujourd'hui, on reste un peu sur notre faim. D'un côté, il y a ceux qui vont dire, le poltergeist de Rosenheim était tout à fait authentique, les manifestations rapportées étaient spectaculaires. Anne-Marie Schrebel ou Anne-Marie Schneider s'est retrouvée au centre de ces manifestations bien malgré elle, et ses frustrations ont déclenché une série de manifestations par une forme d'énergie psychique, parce qu'il faut bien l'appeler par un nom, là, par une forme d'énergie psychique. Et puis d'un autre côté, on a des gens, des sceptiques qui disent tout ça était un canular soigneusement orchestré, soit par Anne-Marie, soit par le cabinet d'avocats, par d'autres employés. Il y a même 3 auteurs qui vont publier en 1969 un livre en allemand que je te traduis en français. Le titre voulait dire « Mauvais fantômes, vrais escrocs », dans lesquels ils pointent du doigt tour à tour Sigmund Adam, ils pointent du doigt Anne-Marie Schneider, ils pointent du doigt les employés du téléphone, ils pointent du doigt tout le monde. Okay. Mais finalement, ils n'offrent aucune preuve. C'est simplement pourrait-il s'agir d'Anne-Marie? Pourrait-il s'agir de Sigmund Adam? Pourrait-il... Mais des pourrais, là, on va pas très loin avec ça. Ils apportent aucune preuve à aucun moment que l'une ou l'autre de ces personnes a été impliquée dans une manifestation, dans des manipulations volontaires dans le but de tromper les autres gens qui se trouvaient sur place en leur faisant croire à une histoire de fantôme. Donc, aujourd'hui, l'affaire de Rosenheim, le poltergeist de Rosenheim, reste parmi les histoires de poltergeist à la fois les mieux documentées, probablement les mieux filmées, celles pour lesquelles on a des archives fort intéressantes, et on reste sur notre faim parce que malgré l'implication de techniciens, de scientifiques, d'une espèce de crème savante qui se sont rendus sur place. Et écoute, quand on parle d'un physicien de l'Institut Max Planck, c'est pas le moindre en Allemagne. Et tous ces gens-là n'ont pas trouvé d'explication. Et j'ai pu lire le rapport de Freiberg Karger, qui est le technicien de l'Institut Max Planck. Et c'est quand même surprenant que, après une trentaine de pages, on arrive au dernier paragraphe en disant rien de ce qui a été observé là ne permet de s'expliquer, ne permet de trouver une explication en termes scientifiques et rationnels. C'est sûr qu'on reste sur notre faim et on se dit qu'on en aurait pris plus, mais l'affaire du poltergeist s'est arrêtée avec le départ d'Anne-Marie Schneider du bureau Anne-Marie Schneider, mais qui à l'époque s'appelait Anne-Marie Schreibel, qui a quitté pour un autre emploi. Tu as mentionné tantôt que la mauvaise publicité n'existe pas. Effectivement, ça donne un bon coup de pub au cabinet d'avocats, mais à la suite d'ouvrages qui sortent puis qui les traitent pratiquement d'escrocs, est-ce que ils ont répliqué face à ça? Est-ce que aujourd'hui la réputation est encore entachée par cette histoire ou c'est comme... Il faut savoir que Sigmund Adam, je ne sais pas comment l'affaire s'est terminée, mais je sais que Sigmund Adam a poursuivi en justice les 3 auteurs, Herbert Schiff, Gert Gunther Kramer puis Albin Newman. Okay. Donc les 3 auteurs qui ont écrit cet ouvrage-là, Mauvais fantômes et vrais escrocs, les 3 auteurs ont été cités en justice par Sigmund Adam pour diffamation. Donc je ne sais pas de quelle façon ça s'est terminé, mais une chose est certaine, si Sigmund Adam a poursuivi les auteurs en justice, c'est parce qu'il devait certainement quelque part se sentir floué par ces accusations.
Donc, on reste un peu sur notre fin, mais c'est sûr que l'affaire du poltergeist de Rosenheim, moi, je n'hésiterai pas dans une conversation où on parle de phénomènes paranormaux à le citer comme étant un exemple fort pertinent d'un phénomène de poltergeist. Est-ce que c'est, sans nécessairement être le plus fort, mais c'est celui dont tu fais souvent référence pour des cas similaires, là? Ben, quand j'évoque l'affaire du poltergeist de Rosenheim, oui. ce n'est pas que moi. Dans le milieu de la parapsychologie, quand on parle des phénomènes de poltergeist, le poltergeist de Rosenheim est souvent cité parce qu'il a une notoriété internationale. Ah, okay. Que l'on soit en Allemagne, que l'on soit en France, que l'on soit aux États-Unis ou qu'on soit au Canada, dès qu'on parle de phénomènes de poltergeist, si on cite le poltergeist de Rosenheim, les gens de ce milieu-là savent de quoi on parle. Ça a été couvert beaucoup. Ça a été couvert, ça a été énormément... On en a beaucoup parlé et c'est encore un cas d'école qui est cité dans la littérature sur les phénomènes paranormaux et en particulier sur les phénomènes de poltergeist. Pour moi, Rosenheim est moins spectaculaire que un autre cas de poltergeist sur lequel j'avais enquêté qui se passe du côté de St. Catharines en Ontario où là tout le corps de police a été impliqué dans les manifestations. Donc c'est amusant parce que les policiers allaient là chaque soir, étaient témoins d'un phénomène et le rapportaient dans leur rapport de police. Ils rentraient au bureau. Ils rentraient au QG, puis ils remplissaient leur rapport du quotidien, puis on disait, bon, ce soir, 8h20, on est allé à tel endroit, on a vu un lit qui flottait dans l'air. Donc, ils racontaient ça dans leur rapport de police. C'est très spectaculaire. Et pour avoir retrouvé les policiers qui m'ont raconté ce qu'ils ont vécu, et le fait qu'on a encore sous la main les rapports policiers de ces événements-là, à mon avis, ça rend cette histoire-là plus spectaculaire que le cas de Rosenheim. Mais l'histoire des policiers de St. Catharines est moins connue à l'échelle internationale que ne l'est le cas du poltergeist de Rosenheim et surtout les images. Moi, je n'oublierai jamais ces images où on voit Anne-Marie s'avancer dans le corridor alors qu'il y a les policiers qui sont juste en premier plan et là, Anne-Marie se met à avancer dans le corridor et on voit les lampadaires qui se mettent, les plafonniers qui se mettent à se balancer à gauche et à droite. C'est quand même très spectaculaire. Ça répond à ma question. Bien, merci, Christian. Encore ce soir, on a fait le tour de l'histoire. C'est déjà l'heure de se quitter et de se dire à demain. Je te souhaite une excellente fin de soirée et aux auditeurs également. Parfait. Donc, on se retrouve demain soir à 19h. Ciao. Bye bye.